Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à exprimer ma joie et ma fierté de parler aujourd'hui dans un lieu aussi prestigieux que celui de l'Académie royale de médecine. Comme on vous l'a annoncé à l'instant, je vais vous parler d'un sujet quelque peu original, l'herpès virus de la carte COI, dans un contexte de recherche fondamentale et appliquée. Alors, les quelques personnes qui sont ici présentes doivent être très étonnées par le titre, pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai, jusqu'il y a récemment, jamais été intéressé par le virus de poisson. En fait, ce sujet a débuté il y a 25 ans dans notre laboratoire. Et par ailleurs, étant un pur produit du FNRS, j'ai toujours eu un amour assez défini pour la recherche fondamentale et une certaine aversion pour la recherche appliquée. Donc ça peut quelque part vous étonner que je m'intéresse soudainement à la recherche fondamentale et appliquée. Mais en réalité, ce projet nouveau est une réaction à un constat que nous avons fait il y a environ 6 ans et qui reste malheureusement d'actualité, à savoir que le financement de la recherche fondamentale est dans un piteux état. Et quand vous êtes jeune et que vous avez 20 ans de carrière devant vous, et que vous devez entreprendre et envisager les pistes pour financer un laboratoire sur 2 décennies, franchement, miser uniquement sur la science fondamentale, c'est purement et simplement irréaliste. Et donc il y a 5-6 ans, je me suis dit que des sujets fondamentaux que nous avions, il était impératif d'évoluer, comme beaucoup d'autres, vers une recherche appliquée. Et plutôt que de devenir un laboratoire de recherche purement appliquée dans une université, nous avons fait le pari d'essayer de développer une recherche mixte, développant en parallèle la recherche fondamentale et la recherche appliquée, et de faire financer majoritairement ces 2 volets de la recherche par la recherche appliquée. Et cet exemple est un exemple que ça peut fonctionner. Alors, mon exposé est structuré en 3 parties. Je vais vous parler d'abord de donner une introduction sur le KHV, que COI herpès virus. Cette introduction devrait progressivement vous convaincre que c'est un sujet de recherche fondamentale et appliquée intéressant. Ensuite, je vous montrerai quelques exemples de recherches appliquées que nous avons développées sur ce sujet et les recherches fondamentales. J'espère que ce programme convient à tout le monde, de toute façon, je n'en ai pas d'autres. C'est ça aussi. L'introduction sur le KHV. Le KHV est un virus de poisson et les poissons font partie de l'aquaculture. Il faut savoir que l'aquaculture est au sein de toutes les branches qui tentent de produire de l'alimentation pour les humains. C'est la branche qui a la croissance la plus constante et la plus importante au cours des 15 dernières années. Donc l'aquaculture est en train de devenir un des grands frigos de l'alimentation humaine. On discerne évidemment des organismes d'eau salée et d'eau douce, et au sein des poissons d'eau douce, la carpe commune, Cyprinus carpio, est un des poissons les plus importants. Pas en valeur commerciale annuelle, mais en termes de tonnage, on produit environ 3,5 à 4 millions de tonnes de carpes par an à l'échelle de la planète. Ça fait environ 4 milliards de carpes qui sont abattues chaque année pour la consommation humaine, et plus important encore, pour à peu près 1 milliard d'humains, la carpe est la seule, ou en tout cas la principale source de protéines animales dans l'alimentation. Donc si le virus survient et tue majoritairement ces carpes communes, c'est problématique. Alors ces carpes communes sont élevées depuis l'époque gallo-romaine. On retrouve dans des écrits romains des traités de comment élever les carpes, de comment identifier les principales maladies. Les Romains avaient déjà repéré dans leur troupeau de carpes l'apparition de mutants colorés et avaient sélectionné ces mutants colorés pour en faire cette fois des animaux d'ornement. Et c'est ainsi qu'est née la carpe COI, qui représente la sélection depuis environ 2000 ans par l'homme de mutants de carpes communes colorées. Donc ces 2 animaux sont des animaux tout à fait identiques, c'est la même espèce. Alors est-ce qu'il y a parmi vous des éleveurs de carpes COI? Non? Bien, très bien, parce que j'ai tendance à être assez agressif avec ces gens-là, donc je ne veux pas, par mes commentaires, faire des inamitiés dans une audience aussi chaleureuse. Donc les carpes COI, c'est cultivé par des gens qui sont vraiment un peu spéciaux, et ils partagent un défaut, peut-être une qualité. La qualité, c'est qu'ils sont très très riches, et le défaut, c'est qu'ils sont tellement riches qu'ils dépensent leur argent de manière inconsidérée. Le prix de base acceptable pour des carpes COI, ça commence aux environs du millier d'euros. Ça, c'est des sujets bas de gamme. Vous voyez, 1000, 6500 euros. Moi, je suis fils d'agriculteur, je n'ai jamais vu un taureau de tonne partir pour 6500 euros d'affaires de montagne. Donc, quand je vois des choses comme ça, franchement, ça me choque.
Ça, c'est disons bas de gamme. Il y a une bourse qui est organisée tous les 2 mois de vente de cartes au niveau mondial. Et là, le prix est aux alentours de 20 à 35 cartes euros, donc 25 à 30 000 euros. Et puis vous avez des records, vous avez peut-être vu dans la presse il y a 3 semaines, l'empereur du Japon vient d'acheter un sujet banjo dont le disque était parfaitement régulier pour la somme de 270 000 euros. Franchement, moi, ça me scandalise. Enfin, vous êtes à présent convaincu que ces deux espèces, ces deux poissons, la carpe commune et la carpe koi, sont économiquement importants. Tout le monde est convaincu à ce stade. Alors, fin des années 90, c'est l'apparition d'un fléau venu de nulle part. On ne sait pas très bien comment ni pourquoi. Soudainement, les carpes communes et les carpes koi se sont mis à mourir de par le monde. Mais vraiment comme un feu dans un bois de sapin, une maladie extrêmement contagieuse, extrêmement létale, 90 à 95% de mortalité en quelques jours. Ce virus a évidemment, c'est le virus de la carpe koi, KHV, a eu un impact économique évident, mais également un impact sociétal, puisque pour près d'1 milliard d'humains, la carpe est le réservoir de protéines animales dans leur régime. Donc si les carpes meurent, ces gens sont privés de protéines animales dans leur repas. Depuis quelques années, cette maladie a malheureusement aussi un impact environnemental, puisque la maladie maintenant s'est propagée à la faune sauvage, et vous avez des catastrophes écologiques. Récemment, en Chine, ils ont dû arrêter un barrage hydroélectrique parce qu'il y avait tellement de poissons morts que les turbines étaient bloquées par les tonnes de carpes mortes qui s'engouffraient dans les tribunes. Au niveau des signes cliniques, ça c'est un petit peu comme la médecine des poules, c'est très facile. En fait, un poisson il devient anorexique, apathique, et puis il meurt. C'est chaque fois, dans toutes les maladies, c'est très facile d'enseigner, je ne l'enseigne pas, mais c'est chaque fois que le poisson mange moins, il est désorienté, il est apathique, et puis il meurt. Au niveau, donc c'est ce qui se passe, en une dizaine de jours, les poissons succombent. Au niveau lésions, en surface, on trouve des lésions hyperpétiques au niveau cutané, de temps en temps des ophtalmies, mais ce n'est pas toujours le cas. L'agent causal a été identifié fin des années 90, c'est un herpès virus, une particule virale ici présente. Et la première question que l'on peut se poser, c'est évidemment d'où vient cet herpès virus. Depuis l'époque gallo-romaine, aucune trace d'un fléau qui foudroie le carpe de la sorte. Donc d'où vient ce virus? Donc il est plus probable que c'est un virus qui n'est pas originaire de la carpe, qui est en fait un virus d'une autre espèce, qui malheureusement a été mélangé avec des carpes, et le virus a fait ce qu'on appelle un saut d'espèce. Il est passé de son espèce naturelle, où il était probablement peu pathogène, et malheureusement il s'est implanté dans sa nouvelle niche écologique, la carpe koi et la carpe commune. Mais dans certains cas, c'est ce qui se passe avec les virus, quand on les parachute dans une espèce avec laquelle ils n'ont pas co-évolué, eh bien, ils peuvent devenir pathogènes alors qu'ils étaient tout à fait adaptés dans leur espèce initiale. L'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi et comment cette maladie s'est-elle propagée en si peu de temps, en un temps, à la surface du globe? Alors là, la réponse est facile, c'est la stupidité des collectionneurs de carpe koi qui, depuis l'émergence de ces concours, et même avant, continuent à réaliser les concours qui sont organisés de manière tout à fait stupide d'un point de vue épidémiologique. Donc ça se passe comment? Les collectionneurs voyagent par le monde avec le plus beau sujet, ils voyagent en soute dans des containers spéciaux, et puis lorsqu'on arrive sur le lieu de la manche du championnat mondial, eh bien les sujets, c'est exactement comme Roland Garros, on tire les sujets au hasard, et puis on fait des poules, un 16e, un 8e de finale, etc. Et on met des poissons dans un même bac, des poissons qui ont des origines tout à fait différentes. Puis les juges passent, cela, l'aspect scientifique dans l'histoire, c'est qu'ils peuvent juger toutes choses égales par ailleurs en regardant les sujets, et puis dans chaque bac, ils vont sélectionner le plus beau, les deux plus beaux sujets, et puis les mélanger dans un autre bac avec les deux plus beaux sujets des autres groupes, etc. Ça veut dire qu'à la fin du concours, si vous êtes malheureusement le propriétaire du gagnant, vous ramenez à la maison le microbisme planétaire qui a participé à ce concours. Et c'est grâce à ces gens-là, grâce parce que évidemment ça fait le bonheur des gens qui développent un vaccin contre cette maladie, vous allez comprendre pourquoi mon bonheur plus tard, eh bien, en un an de temps, on a pu voir des épisodes qui sont apparus partout dans le monde, et c'était tout simplement des épisodes qui représentaient un participant à ce concours. Et à partir de là, la maladie s'est répandue dans le monde entier, et ces gens ont continué à organiser le concours de la même manière pendant des années. Et maintenant, le KHV, c'est simple, c'est un problème planétaire.
Donc ce virus est un virus économiquement important. Qu'en est-il de l'aspect fondamental? Eh bien, en 2007, et c'est cette publication qui m'a fait tomber amoureux de ce virus, Aoki a publié la séquence de ce génome qui est irrésistible pour un herpès virologiste, un virologiste et un immunologiste. Pourquoi? Un herpès virologiste, tout d'abord, c'est de loin le plus grand génome décrit dans la famille des herpès virales. Il fait 295 kilopairs de base. Pour vous donner une idée, vous prenez le génome de l'herpès simplex 1 et 2, vous les mettez bout à bout, c'est encore plus petit que ce génome-là. Bon, c'est bien que la taille n'a pas d'importance, mais néanmoins, travailler sur le virus qui a le plus grand génome, ça peut être intéressant. Au niveau virologique, et là c'est vraiment fascinant, on retrouve au sein des gènes de ce virus des gènes qui sont spécifiques à des familles virales totalement distantes. Des iridovirus, des poxvirus, des herpesvirus. Donc ce virus est la preuve vivante actuelle qu'il y a très longtemps, la famille des iridoviridés, des poxviridés et des herpesviridés avait un ancêtre commun. C'est la seule manière d'expliquer cela. Et donc on a là une espèce de fossile vivant de l'origine ancestrale de ces familles virales. Et enfin, au niveau immunologique, quand on analyse en bioinformatique ces séquences, on y retrouve toute une série de gènes qui sont probablement impliqués dans l'immunoévasion, à savoir les mécanismes que le virus utilise pour déréguler ou se prémunir de la réponse immune de lui. Et c'est sur base de cette publication qui a été publiée un jeudi que le vendredi, nous avons décidé de travailler sur l'herpès virus de la Charcot. Au niveau, oui, il est également appelé cyprinite herpès virus 3, et je continuerai dans mon exposé à utiliser l'expression KH. Au niveau phylogénique, si vous regardez l'ordre des herpès virales, bien, vous voyez que c'est très très original comme virus, puisque tous les herpès, ou la plupart des herpès virus qui sont étudiés à ce jour, parmi lesquels tous les virus infectant les humains, tous les herpès virus humains, appartiennent à la famille des herpès viridés, alors que le KHV appartient à la famille des salo-herpès viridés. Pour retrouver un ancêtre commun entre la famille des herpès viridés et les salo-herpès viridés, vous devez remonter ici. Dans 450 millions d'années. Donc, quand vous travaillez sur un sujet comme celui-là, vous êtes quasiment sûr de découvrir quelque chose d'original, puisque vous êtes dans un secteur évolutif qui est tellement distant des autres herpès viridés. Dernière petite chose au niveau fondamental, qui a son importance, c'est qu'au niveau génomique, ce virus a un gros souci, c'est que son génome contient énormément de répétitions, ce qui rend la mutagénèse, contrôle de son génome très difficile. Et si vous tentez de produire des virus recombinants par une approche classique de recombinaison en cellules eucaryotes, eh bien ça ne fonctionne pas. Et très rapidement, vous allez avoir un génome qui est instable, toute une série de mutations parasites, et vous ne pouvez pas faire des études robustes. Voilà pour une brève introduction sur le KHV. Je vais à présent vous parler très brièvement d'une baguette magique que nous avons développée pour pouvoir réaliser des recherches appliquées et fondamentales. C'est le clonage du génome du virus KHV sous la forme d'un bac. Comme je vous l'ai dit, il est très difficile de produire des recombinants. Or, en virologie, si vous voulez développer un groupe sur un virus, la première chose que vous devez acquérir, c'est une manière de pouvoir manipuler ce génome pour faire des virus avec certains gènes, sans gènes, en insérant des gènes artificiels. Donc dans le labo, on a développé il y a une dizaine d'années la technologie du back cloning. C'est assez compliqué, assez ennuyeux à expliquer, donc je vais faire très simple et de manière imagée. L'idée est d'insérer dans le génome du virus que vous voulez étudier une cassette qu'on appelle BAC, ou Bacterial Artificial Chromosome. Et pour faire simple, c'est un ensemble d'éléments génétiques qui vont faire que quand vous prenez ce génome, le virus qui pousse normalement dans une cellule eucaryote, quand vous transférez ce génome dans une bactérie, eh bien la bactérie va se mettre à considérer cette molécule comme son propre chromosome. Ça veut dire que chaque fois qu'elle va se diviser, elle va dupliquer cette molécule unique et la transférer à ses cellules filles. Ça veut dire qu'il y a l'intérêt d'amener le génome de ce virus qui pousse dans des cellules eucaryotes dans une cellule prokaryote, bien tout simplement parce que dès le moment où ce génome est dans une cellule prokaryote, vous disposez de tous les outils de biologie moléculaire des bactériologistes. Et donc vous pouvez faire de la transposition dirigée, aléatoire, vous pouvez créer des banques de mutants à une vitesse incroyable. À l'instant où vous avez fait votre modification génétique, pour reconstituer le virus, c'est très simple, et ce grâce à une propriété du génome des herpès, qui est que ces génomes sont dits inflexibles. Si vous transfectez le génome d'un herpès dans une cellule eucaryote, donc permissible, cette cellule va se mettre à produire du virus. Donc cette technologie du back cloning, pour vous donner une idée,
Quand moi je débutais ma thèse, on faisait un combinant par combinaison classique en cellule en 6 mois à 1 an. C'est toujours le cas actuellement. Avec cette technologie ici, on produit une dizaine de recombinants tous les mois. Donc vous transformez l'unité de temps, mois ou année, passer d'une année en un mois ou d'un mois en un jour. C'est extrêmement précis. Alors le seul souci, c'est que il y avait 3 laboratoires qui étaient en course pour essayer, juste pour l'aspect technologique, de bâcloner le KHV, et personne n'était sûr que c'était possible. Alors on a pris cette course en marche tout à la fin. Les autres étaient en mer depuis 3 à 4 ans. Et donc on s'est dit, on a fait un pari, c'est que toutes les étapes évidentes étaient problématiques, ou sinon les autres avaient déjà réussi. Et donc on a fait un programme, je n'ai pas le temps de vous décrire, mais qui passait par des endroits un peu farfelus. Et l'issue, c'est qu'on a gagné la course. Et ça a fait l'objet d'une publication, vous avez peut-être remarqué dans le J-Pyrol, où la page de couverture illustrait ce papier avec les 2 cartes colle qui nagent en cercle pour miner la molécule des biseaux du bac. Donc le message à retenir de ceci, c'est que grâce à cette prouesse technologique, on disposait d'une véritable maquette magique nous permettant de construire n'importe quel virus recombinant très rapidement. Alors on a utilisé ça en recherche appliquée. Je vais aller assez vite parce que c'est surtout le fondamental qui nous intéresse aujourd'hui. En appliqué, on a utilisé ça pour cloner des antigènes, faire de la reverse vaccinologie, identifier des antigènes cibles pour l'équipe de diagnostic. Vous verrez que le 1er juin, dans quelques jours, ce type de diagnostic sera sur le marché, c'est ce qui paye en partie une recherche fondamentale. Et puis surtout, ça c'était un objectif majeur, on a voulu développer un vaccin pour le KHV. C'est vraiment le fer de lance du labo. Alors, produire un vaccin pour la carte contre le KHV, c'est un véritable challenge pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour répondre aux besoins du marché, si vous considérez une pénétration de marché de 30%, ce qui n'est pas beaucoup pour un marché où il n'existe pas encore de vaccin pour cette maladie, vous devez produire environ 1 milliard de doses par an. Donc ça, c'est déjà pas facile. Deuxièmement, il vous faut impérativement une vaccination de masse. On ne vaccine pas 1 ou 2 cartes à la fois. Un élevage, une population, une cohorte de poissons au sein d'un élevage, ça comporte plusieurs milliers de poissons. Donc il vous faut impérativement une méthode de vaccinologie qui soit compatible avec une vaccination de masse. Troisièmement, et ce n'est pas le moindre, idéalement, il faut vacciner les cartes vers 4 mois, c'est-à-dire quand l'ontogénèse du système immunitaire est finie. Elles font environ 1 à 1,2 g, et ce moment, on va les lâcher dans un étang. Donc il faudrait qu'elles soient vaccinables à 1,2 g. Vous imaginez, ça fait à peu près 13 à 15 mm. Pas imaginer un vaccin injectable, ni par le nombre de poissons que vous avez injectés, ni par la taille du sujet que vous devez injecter. Et donc nous avons fait le pari de développer un virus atténué vivant, c'est-à-dire un virus qui est modifié génétiquement, de manière à ce qu'il soit encore capable de se multiplier, pour qu'on puisse le produire en culture, qu'il soit encore capable d'infecter une carte, pour qu'on puisse vacciner les cartes simplement en déversant le vaccin dans l'eau du bassin, mais par contre, il ne soit plus capable d'induire la maladie, et donc c'est le principe d'un vaccin atténué. Alors grâce à notre baguette magique qui était le backcloning, on a pris 5 postdocs, on leur a fait faire une centaine de recombinants, de 150 gènes, donc on a ciblé 2 tiers des gènes. On a ensuite trié ces recombinants sur base de 3 propriétés. Bien entendu, la capacité du virus à se multiplier, parce que si vous touchez un gène qui est essentiel à la multiplication virale, vous ne pouvez plus multiplier votre virus et donc vous ne pouvez pas produire votre vaccin. Première propriété. Ensuite, on a testé au sein des virus qui pouvaient encore se multiplier la safety, la sûreté de ces vaccins, c'est-à-dire qu'on a inoculé des cartes naïves et on a déterminé ceux qui induisaient la maladie et ceux qui n'induisaient plus la maladie. Évidemment, vous écartez les virus qui induisent la maladie. Et vous restez ici avec un nombre de plus en plus restreint. Il vous reste à vérifier que ces poissons qui ont été vaccinés sont protégés, parce qu'on pourrait très bien imaginer que le virus soit safe, mais ne soit plus efficace. Et donc on a challengé les poissons restants avec des souches sauvages pleinement virulentes, et on a retenu les candidats qui étaient protégés. Donc on a fait ça, c'est un projet qui a pris environ 2 ans, l'université a pris plusieurs brevets, et c'est ça qui nous a permis de financer tout le groupe. Alors c'est actuellement en voie de régulatory au niveau de la firme qui a acheté la licence. Donc on vaccine des poissons de 1,5 g. Si vous donnez une idée, dans 1 mètre cube, on en met 10 à 15 000, et vous lâchez 50 ml de préparation vaccinale, l'équivalent de
d'une maxi ennemie qui peut se rejoindre. Donc c'est incroyable comme histoire, c'est vraiment une belle histoire. Alors Internet, c'est difficile avec le film parce qu'ils ont changé 5 fois de nom depuis qu'ils ont acheté notre licence, parce qu'ils sont rachetés. Donc maintenant c'est, on doit dire MSD Animal Health. Donc ils sont en phase de régulatory, le master seed pour les cellules et le virus a été produit. Et au mois de juillet, je m'envole à Singapour pour surveiller les tests cliniques qui vont être faits en espace confiné, en espace semi-confiné. Donc voilà pour 2 exemples de recherche appliquée. Je vais maintenant rebondir dans la partie la plus intéressante, qui est la recherche fondamentale. Alors, en recherche fondamentale, une première réflexion que je voudrais me confier après ces 5 ans de développement de recherche fondamentale et appliquée, c'est que très souvent, on décrit, en tout cas c'est la vision que j'avais quand j'étais jeune FNRS, et souvent je dis la vraie recherche c'est la fondamentale, l'appliquée c'est pas de la recherche, je dis ça, je n'ai pas honte à reconnaître que j'avais tort. En tout cas, la métaphore que j'utilisais souvent, c'était de dire que la recherche fondamentale, c'était une source pure, incorrompue dans une montagne, et puis il y avait de l'eau qui coulait, et idéalement, ça donnait lieu à une entreprise dans la vallée, évidemment polluante, qui gagnait de l'argent, tout ce qui était honteux. Et la vision que j'ai maintenant de la recherche fondamentale et appliquée est beaucoup plus, je dirais, équilibrée, parce que comme je vais vous le montrer, certaines questions que nous adressons en recherche fondamentale ont été suscitées par la recherche appliquée. Et donc la vision que j'avais de recherche fondamentale avec un sens unique, un flow unique d'idées, du fondamental vers l'appliqué, ce n'est pas vrai du tout. Et la première question que nous sommes posée en fondamental était en réalité une question que nous a adressée la firme qui a acheté le brevet, et c'était d'identifier la porte d'entrée de la virus. Quand vous mettez un vaccin recombinant sur le marché, vous devez prouver que ce vaccin n'a pas un tropisme différent du virus sauvage. Donc, comme on ne connaissait pas le tropisme du virus sauvage, on a dû identifier la porte d'entrée, le tissu utilisé par le virus pour infecter la carte. On a décidé d'adresser cette question de manière un petit peu élégante, à savoir par production d'un virus recombinant qui exprime la luciférase. Donc, la luciférase, vous connaissez tous, c'est une enzyme de différents organismes, dont la luciole, et c'est l'enzyme grâce à laquelle elle émet de la lumière. Donc on a fabriqué un virus recombinant qui code pour le gène luciférase de la luciole et qui l'exprime dès qu'il pénètre dans une cellule. Et donc, passez-moi l'expression, ce virus, quand il infecte une cellule, il allume la lumière. Vous n'avez qu'à regarder où se trouve le virus, quelle partie du poisson cellulaire. Seul souci, c'est que faire recombinant, c'est assez facile, mais pour lire cette lumière, qui est évidemment très faible, vous avez besoin d'une machine qui est très coûteuse, qui s'appelle IRIS, donc In Vivo Bioluminescence Imaging, qui coûte environ 350 000 à 400 000 euros. Mais à nouveau, c'est l'avantage de travailler avec le privé, on a plus facilement de l'argent. Alors, l'histoire est simple. Voici la luciférase, qui est l'enzyme. Le substrat de la luciférase, c'est la luciférine, ce qu'on injecte au poisson. Donc, vous fabriquez un combinant qui contient une cassette d'expression pour exprimer la luciférase. Faites en sorte que les promoteurs qui sont utilisés sont constitutifs. Donc, dès que le virus pénètre dans une cellule, il allume la lumière. Vous infectez les poissons, vous injectez la luciférine au poisson. On attend 10 minutes que la luciférine se diffuse dans l'ensemble du poisson. Et puis, on n'a plus qu'à placer ce poisson anesthésié dans cette machine. C'est une chambre noire, comme c'est des caméras. Et la machine va regarder où se trouve le signal lumineux. Cette machine est extrêmement sensible. La caméra qui se trouve ici, c'est en fait exactement la même caméra qui se trouve dans le télescope Hubble qui vole au-dessus de notre tête. C'est donc partie en compte. C'est pour ça que cette machine coûte si cher. Alors, pour tous les mammifères, la lumière peut même être perçue lorsqu'elle a une origine interne. Donc, vous avez des études qui ont été faites chez la Sony, par exemple avec des tumeurs qui expriment la luciférase, et même si cette tumeur est interne, la diffusion de la lumière à travers la peau est suffisante pour que la machine la détecte. Donc c'est une technologie extrêmement puissante. Donc on a fabriqué nos virus, on a infecté des cellules pour voir s'ils exprimaient la luciférase, et ça démontre la puissance de la technique. Vous avez ici des tapis cellulaires qui sont infectés par des dilutions croissantes du virus, et la dilution 10 exposant -5, ça représente en fait des virions isolés. Donc les spots de lumière, les petits points que vous voyez là, c'est potentiellement un seul virion qui a atterri sur le tapis cellulaire, et nous sommes seulement 24 heures après l'infection. Ça veut dire que le virus n'a pas encore eu le temps de faire plusieurs cycles de réplication, et potentiellement ce que vous voyez là est la lumière émise par une seule cellule infectée. Donc, vous pouvez vérifier, on a fait des marquages de confocal, et on s'est rendu compte effectivement que quand vous passiez une journée à examiner ce truc, on ne trouvait que des 5 boutons, que des cellules
isolée. Donc cette machine a la capacité de détecter la lumière provenant d'une seule cellule. Ensuite, bien entendu, on a vérifié que ce recombinant luciférase qu'on avait produit se comportait comme le virus sauvage, en vérifiant tout d'abord que ce virus avait une multiplication en culture de cellules comparable au virus sauvage, ce qui est le cas. Nous avons évidemment vérifié aussi qu'il tuait les poissons comme un virus sauvage, ce qui est évidemment le cas. Ensuite, on a pu réaliser l'expérience que l'on souhaitait, à savoir identifier la porte d'entrée. Comment? Vous prenez un aquarium et vous mimez une infection. Alors, il y a deux scénarios possibles au niveau de l'infection. Le plus probable, c'est tout d'abord que le poisson nage dans une eau qui contient le virus. Donc, on a mimé ces conditions en immergeant le poisson dans de l'eau contaminée avec le virus. Puis, dans la deuxième partie, je vous montrerai qu'on a mimé un scénario où le poisson ingérerait du matériel infecté, un poisson mort ou d'autres matières. Première situation, on infecte les poissons, on les analyse au cours du temps, et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le signal lumineux vient exclusivement de la peau. Alors, moi je suis vétérinaire, je n'ai pas eu beaucoup de cours sur les poissons, non, j'en ai même pas eu du tout durant mon cursus, mais détecter un signal d'une infection virale comme porte d'entrée au niveau de la peau, franchement, c'est peut-être une réaction dogmatique, mais je trouvais ça impossible. Parce que la peau, on m'a toujours enseigné, c'est une structure kératinorisée qui expose les cellules mortes, et un virus ne s'est pas infecté les cellules mortes. Nous sommes d'accord sur ce point. Donc pourquoi ce virus aurait-il pu utiliser la peau? Mais tout simplement parce que la peau des poissons n'a strictement rien à voir avec la peau des mammifères. En fait, c'est une muqueuse. Elle est composée de plusieurs couches de cellules vivantes, mais les cellules qui sont exposées à la surface de cette peau sont en fait des cellules vivantes qui se divisent, ça s'est démontré. Et elles sont simplement protégées par une couche de mucus. Donc c'est plus une muqueuse qu'une peau. Donc histologiquement, ça n'a rien de surprenant qu'un virus puisse infecter un poisson par sa peau, puisqu'il expose des cellules vivantes à la surface de son corps. Alors la beauté du système aussi, c'est que si vous voulez déterminer si les cellules sont sensibles ou permissives à l'infection, c'est une expérience qui a été faite par Jan Mast au Reservoir Coda. En fait, l'avantage, si vous recherchez une infection virale dans un sujet qui a été infecté depuis 24 heures, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Jamais au microscope électronique, vous ne retrouverez une cellule infectée. La beauté du système ici, c'est que quand vous avez votre poisson qui a été infecté, vous voyez le site d'infection et vous pouvez aller micro-disséquer le territoire de peau infecté, le remettre dans la machine, visualiser l'infection, à la limite le redisséquer en petits quartiers, remettre ces carrés dans la machine et aller chercher le millimètre carré qui est à l'origine de la lumière. C'est ce qu'on a fait et il a ainsi très facilement pu identifier tous les stades morphologiques de morphogenèse d'un herpès virus dans cette peau de poisson infectée à peine depuis 24 heures. Alors vous êtes tout content avec ces résultats-là, ça a été présenté au congrès international à Estoril. Donc c'est un moment où vous êtes très fiers de votre boulot et puis vous avez un moment de très grande solitude. C'est au moment des questions, l'éditeur en chef de Jim Michael se lève et vous dit probablement que toute votre histoire est un artefact et que ce que vous voyez là au niveau de la peau représente déjà une infection secondaire. Le virus a dû passer par les branchies, établir une distribution systémique et puis une relocalisation au niveau de la peau. Alors je peux vous assurer que ça fait bizarre. En fait c'est peu probable parce que le maximum de parcimonie en science est quand même assez robuste, mais on ne pouvait pas exclure cette hypothèse. Donc le challenge c'était de développer une expérience qui permettait d'infecter un poisson par contact de sa peau sans contact par ses branchies. Alors, en théorie c'est impossible, c'est ce que je croyais dans le quart d'heure. Alors on a beaucoup réfléchi, on a inventé un magnifique système qu'on a baptisé YouTube. C'était YouTube sur Internet, en fait c'est un nom qu'ils nous ont volé. À l'origine c'est nous qui avons inventé ce thème. Donc je plaisante, mais donc, on l'a appelé YouTube parce qu'il a la forme d'un U et il est fait de tubes. Alors le système est simple, vous avez ici un système en U, au centre duquel se trouve une bague particulière dans laquelle on insère une membrane de silicone qui permet de fixer un poisson. Et donc ce poisson, le corps de ce poisson va être divisé en deux compartiments étanches, la tête et la queue. Et nous pouvons vérifier l'étanchéité du système par l'application de différences de pression. Vous mettez plus d'eau dans la colonne de droite, et 24 heures après, eh bien, si la colonne de droite est toujours plus haute que la gauche, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de déconnu.
On a ensuite infecté, donc on a le poisson dans le système, on a un peu l'anesthésier parce que c'est assez stressant pour lui, il faut bien comprendre. Il y a quand même pas mal de poissons qui meurent, d'ailleurs dans les 24 premières heures de stress, environ 20 à 30%. Et puis on installe le poisson, on regarde ce qui se passe, les poissons qui ne supportent pas, on les sort parce que ça ne sert à rien, ils finiront par se libérer de la membrane. Les poissons qui supportent bien le système, on injecte, on dépose du virus dans le compartiment de leur queue. Et puis 24 heures après, on les analyse par bioluminescence. Si l'hypothèse est que le virus doit passer par les bronchies pour avoir une relocalisation cutanée, et bien là, vous n'avez aucune exposition de bronchies au virus et donc il ne devrait pas avoir d'infection. Par contre, si le virus est en effet capable de pénétrer au niveau de la peau, vous devriez sortir le lendemain un poisson qui a des spots colorés uniquement derrière la nageoire dorsale. Donc ça c'est le principe, voilà les résultats. Tout d'abord, le groupe contrôle du poisson est inséré dans le YouTube sans avoir son costume de plongée, donc les deux niveaux d'eau sont égales et le virus se balade sur la surface du corps. On a évidemment ce qu'on a toujours observé, c'est-à-dire les spots de lumière distribués à la surface du poisson. Et puis le plus intéressant, c'est ceux qui ont leur costume de plongée. Donc on les libère après 24 heures. Et l'image que vous voyez ici, c'est 24 heures après la libération, parce qu'à 24 heures, on doit arrêter ces poissons qui souffrent trop, sont trop stressés et on a beaucoup trop de pertes. Donc on a délibérément arrêté l'expérience à 24 heures. Vous voyez que tous les spots de lumière sont situés en dessous de la ceinture, prouvant ainsi qu'effectivement on peut avoir une infection cutanée. Alors ceci évidemment ouvre une nouvelle vision de la transmission d'un virus. On dit toujours aux gens, il ne faut pas avoir peur de serrer la main à des personnes qui sont séropositives, vous ne pouvez pas vous transmettre un virus, c'est tout à fait vrai. Mais dans le cas d'un herpès chez le poisson, rien que de lâcher deux poissons qui se couchent, on pourra avoir pour la première fois une espèce de transmission virale simplement par contact peau à peau, ce qui est intéressant au niveau épidémiologique. Alors les carpes, c'est vraiment des animaux qui adorent toucher, sucer avec leur bouche. Je ne sais pas si les dames qui sont ici présentes ont déjà bénéficié de ce genre de thalassothérapie, mais je suis allé en Asie il n'y a pas longtemps. Et le suprême luxe maintenant, c'est d'aller nager, vous immerger dans une piscine où il y a tous les petits poissons. Et les poissons, vous pétez le truc, il paraît que ça fait du bien. Alors ceci a été publié, si vous voulez plus de renseignements, ça a à nouveau fait la page de couverture du Byron. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui aiment la symbolique, mais moi j'aime beaucoup. Et on s'amuse à faire des choses semi-artistiques et scientifiques. Vous avez le poisson dans la nuit complète et la luciole qui illumine ce poisson et révèle ce que l'on espère être une vérité scientifique. Alors la science, c'est quelque chose d'excitant, vous l'avez compris, vous savez. Mais ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que c'est toujours à l'origine de rencontres qu'on n'imagine pas. Et quand ce papier a été publié, quelques jours plus tard, j'ai été contacté par un tatoueur japonais qui m'a dit, écoutez, moi j'ai deux passions, c'est la réalisation de tatouages et j'élève les carcoles. Je ne suis pas scientifique. Alors il m'a dit, vous savez que les tatouages, les carcoles sont très prisés au Japon, et c'est d'ailleurs ce qu'on peut faire de plus érotique sur le corps d'une femme. Et alors je me dis, ça ne serait pas mal. J'ai jamais vu beaucoup de femmes dans la vie, mais enfin, je n'avais jamais vu de dos avec une carcole. Et alors il m'a dit, écoutez, j'ai beaucoup de travail pour le moment avec le dos des prostituées, parce que les prostituées se font faire des carcoles sur le dos, ce qui augmente leur chiffre d'affaires. Et alors je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas avoir une photo, et il m'en a envoyé une, et voici. La topologie est difficile à repérer, enfin, le dos de la femme, vous allez repérer, mais ce que je voulais indiquer, c'est la position du poisson. Vous avez la carcole ici, vous voyez, c'est la nageoire dorsale, la nageoire caudale avec la tête du poisson. Donc c'est assez connu, que je trouvais ça connu. Au départ, une histoire scientifique d'être en contact avec un tatoueur japonais. Bien, ça c'est la première voie possible de contamination, c'est l'immersion. Qu'en est-il de l'ingestion de matériel infecté? Comment une carpe pourrait-elle ingérer du matériel infecté? Eh bien, la première chose, c'est par cannibalisme. Donc les carpes sont d'apparence herbivore, c'est pas bête, c'est vorace, c'est cannibale, ça mange tout ce qui passe, y compris des congénères malades. Juste pour vous montrer, quand on parle de bioéthique dans une université, je peux vous assurer qu'on est très conscient de ça. Parfois, vous avez des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, quand vous avez un groupe de poissons dans lequel certains poissons développent des maladies, je vais vous montrer le genre d'horreur qu'on découvre le matin quand on arrive dans la navire, et vous tombez sur ce genre de poisson qui nage encore et dont l'ulcère herpétique a été sucé de manière agressive par les autres. Donc, ce que vous voyez là ressemble à une colonne vertébrale parce que c'est la colonne vertébrale du poisson.
Donc ils sont des choses vraiment pas gentilles les unes avec les autres. Ce qui est incroyable chez les poissons, c'est que quand vous devez définir ce qu'on appelle un point limite dans une expérience, décider au moment où vous allez euthanasier le sujet, c'est extrêmement difficile. Parce que la prédiction de l'état clinique du poisson et de ses probabilités de survie, vous ne pouvez pas faire de corrélation. Il y a des poissons comme ça qui survivent, et des poissons qui d'apparence sont un peu abattus, mais on n'est pas inquiet pour eux, vous avez les deux autres états qui sont là. Donc c'est très très difficile. Donc la contamination par voie orale est censée, suite à ce genre de situation, il y a également pas mal de mollusques bivalves qui filtrent l'eau et donc concentrent les virus, c'est une autre voie possible de contamination par ingestion, idem pour certains petits invertébrés. Donc nous avons réalisé une expérience très simple, nous avons pris deux groupes de cartes, les unes ont été infectées, le premier a été infecté par immersion dans l'eau contenant le virus, l'autre nous l'avons infecté par administration de matériel contaminé par le virus. Alors ici on a produit typiquement ce qu'on voyait, la peau. Au niveau de la gestion, on a été très surpris parce qu'on a vu une toute petite lésion à l'arrière du pharynx du poisson qui s'allumait, je vous le mets en plus grand. C'est très localisé, juste ici, à l'arrière de la cavité pharyngée. Alors, à nouveau, j'étais tout fou parce que la cavité pharyngée des poissons, je ne connais pas du tout. Et donc, on a réalisé des endoscopies. Vous allez voir un ami médecin gynécologiste. Je lui dis, écoute, ça s'appelle Alain, comme moi, je veux bien venir avec une patiente, je ne sais pas, qui me fasse des images de sa gorge. Donc, si on rentre dans la bouche, c'est le processus qu'on a voir, je vais vous mettre un petit film. Ici, des arcs branchiaux, donc c'est là que l'eau va s'infiltrer entre les arcs branchiaux pour aller baigner les branchies, c'est le phénomène de respiration. Puis si on va vraiment à l'arrière, on tombe ici sur la cavité pharyngée, qui est en fait l'appareil de mastication d'une carte. Parce qu'une carte a des dents, je ne sais pas ce qu'il dit. En fait, elle a des dents pharyngées, c'est un peu pour les vétérinaires dans la salle des dents de mouton, vous voyez, c'est exactement comme des dents de mouton, ça a la même coloration. Et ça fonctionne comme ceci. Vous avez sur le dos ce qu'on appelle le chewing path, qui est une espèce de trou corné sur lequel les deux rangées de dents situées à gauche et à droite vont venir écraser la nourriture. Donc le signal qu'on voyait, on est quelque part par ici, à l'arrière de la cavité pharyngée. Et ce qui est troublant aussi, c'est que vous voyez cette muqueuse ici qui est un peu protrudante et qui recouvre les dents. Donc on a fait ça sur des poissons plus gros, ce qui est très coûteux, parce que je vais vous dire, la luciférine, ça coûte vraiment très cher. Quand vous travaillez sur des poissons de 5 grammes, ça va. Quand vous travaillez sur un poisson de 1 kg, là, ça coûte 200 fois plus cher. Donc Yann Mas a réalisé à nouveau la même approche. Grâce à ce signal bioluminescent, on a pu véritablement fondre sur la cellule infectée, là saisir la pièce histologique contenant le signal et l'analyser histologiquement, mais également en microscopie électronique. Et ce qu'on a constaté, c'est que les cellules qui sont infectées ici à l'arrière de la gorge sont ce qu'on appelle les cellules épithéliales communes, qu'on retrouve un peu partout dans la cavité buccale de la carte. Donc ça soulève une hypothèse évidente, c'est pourquoi l'infection est-elle restreinte à cette petite localisation du pharynx, alors que ce type cellulaire est commun dans la cavité buccale de la carte. Deux hypothèses, évidemment. La première, c'est qu'au niveau protéomique, ces cellules exprimeraient un récepteur qui ne serait pas exprimé par les autres, c'est possible. Une autre hypothèse, c'est une explication mécanique. Il se pourrait que ces replis muqueux au niveau de la cavité pharyngée, l'appareil masticateur, soient blessés par la mastication, ou que le mucus soit enlevé, et que donc les cellules soient plus exposées. C'est donc pour cette raison qu'on a fait une endoscopie de carte, vous allez voir. C'est une manière de perdre des amis, parce que vous allez voir, les mouvements de mastication, il n'y en aura que deux, parce qu'au troisième, la carte va casser le bout d'endoscope de notre copain qui est gynécologiste, et il y a d'ailleurs des graves problèmes avec son assurance pour expliquer que le vagin d'une femme a pu broyer son endoscope. Quand vous rentrez dans la cavité pharyngène, vous voyez les arcs branchiaux, c'est encore plus beau, c'est nacré, vert, c'est magnifique. Vous avez les Gilrachus qui sont des espèces de peignes qui vont en fait empêcher à la nourriture de filer vers les branchies et de retenir dans le pharynx. Et là on arrive dans la cavité pharyngène, l'œsophage. Vous avez les deux rangées de dents, c'est vraiment des dents de mouton, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà vu. Et dans le dos, vous avez le chewing path. Alors cette muqueuse qui forme vraiment des expansions protrudantes, vous voyez, ça recouvre, elle est tellement développée qu'elle recouvre les dents, et donc il est fort probable qu'elle se fasse blesser, ou en tout cas que le contact soit plus intime lors de la mastication. Alors regardez bien, parce que ça, il n'y en a pas beaucoup, il y en a que deux. Vous voyez que si c'est vraiment couvert, il chip, quand ça mâche,
c'est pas improbable que ça se fasse blesser. On va revenir sur la deuxième. Chez nous, vous voyez, dans cette ferme, c'est probable que ça se fasse abîmer. Donc, à nouveau, c'est publié il y a quelques semaines, vous pouvez voir papier, si ça vous intéresse. Au niveau immunité innée, moi je m'intéresse aussi à l'évolution convergente, c'est-à-dire comparative, essayer de voir comment, chez différents organismes, on a des similitudes au niveau du système immunitaire. Et nous nous sommes dit que le mucus de la peau était en fait, en quelque sorte, comparable au tapis mucociliaire qu'on retrouve dans les appareils respiratoires des pulmonaires. Dans la plupart des animaux pulmonaires, vous avez connaissez tous, ce tapis mucociliaire, une barrière de mucus, qui va être une espèce de tapis roulant, qui va être déplacé par des mouvements ciliaires depuis la profondeur de l'arc respiratoire vers le pharynx, où il va être dégluti. Donc pour un pathogène qui veut atteindre ces cellules, il faut qu'il traverse cette couche de mucus avant que ce tapis muqueux n'ait été remonté au niveau du pharynx. Le mucus de la peau des poissons, c'est exactement la même chose. En réalité, le mucus est produit par toute la peau, il n'y a pas de cils à la surface de la peau des poissons, mais la friction induite par la nage provoque un glissement constant du mucus depuis l'avant vers l'arrière. Donc si un pathogène veut traverser cette couche de mucus, il doit le faire assez rapidement, ou alors à un endroit où le mucus a été enlevé, sans quoi il va être englué dans cette couche de mucus, et puis il va être largué dans le sillage de la terre. Donc on s'est dit, nous disposons enfin d'un système qui va nous permettre d'étudier de manière directe du rôle éventuel de ce mucus comme immunité innée. Alors on a fait des choses qui ne sont pas très connues pour les poissons. Rassurez-vous, toute la mise au point est faite sur des sujets morts. On a essayé de déterminer des stress physiques qui permettent d'endommager de manière progressive l'épiderme des poissons. Alors on a fait des choses comiques comme simplement toucher la peau du poisson avec un papier mouchoir, le plus vite possible. Vous voyez que histologiquement on enlève juste le mucus et un premier, pas du tout, ou simplement une première couche de cellules. Si vous prenez un coton-tige, là on est déjà plus invasif, on voit qu'on a vu pas mal de nécrose, probablement par des hématations. Papier de sable, granulosité 80, c'est très important, au-dessus vous faites saigner le poisson, vous voyez qu'on laisse pratiquement plus de cellules. Ça c'est la brosse électrique classique, nous utilisons tous les soirs, ça fait un petit touch d'une seconde, et c'est décapé, c'est parfait, c'est le truc le plus robuste qu'on a trouvé. Vous avez la lamina basalier qui est exposée. Donc toute une série de stress que vous pouvez faire localement sur la surface du poisson. Donc, que fait-on pratiquement? Vous prenez un poisson, vous faites ce traitement physique de manière limitée, votre poisson sert de contrôle interne, puisque vous testez une partie de la surface du poisson, puis vous infectez ce poisson avec le virus bioluminescent, et le lendemain, vous mettez le poisson dans la machine et vous regardez où ça s'arrête. Poisson contrôle, on ne touche pas du tout. Vous voyez, comme d'habitude, ça s'allume un peu partout à la surface du poisson. Un autre poisson, là on a fait du coton-tige, on a fait dessiner un disque sur son flanc gauche et le lobe inférieur gauche et droit du poisson. Et le lendemain, vous pouvez voir que le virus pénètre préférentiellement aux endroits où le mucus a été enlevé. Vous pouvez même faire des choses comiques comme dessiner une croix dessus. Et le lendemain, vous voyez la croix. Si la plaie est positive, parce qu'il faut bien que le poisson soit quelque part quand on dessine la croix. Et donc, on enlève le mucus, malheureusement, même en prenant toutes les précautions, en modifiant ça. Alors, on a fait ça pour tous les différents stress. Il est clair que quand vous agressez la peau ou l'épiderme, vous augmentez la pénétration du virus. Une chose qu'on a remarqué assez extraordinaire, c'est lorsque l'on enlevait la totalité des cellules, on avait au centre de la lésion une absence de signal à 12 heures, ce qui est normal puisqu'il n'y a plus de cellules, donc ce n'est pas l'ordre d'infection. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'à peine 12 heures plus tard, on avait apparition de signal au centre de la lésion. Donc ça veut dire qu'en à peine 12 heures, cette peau de poisson serait capable de cicatriser. Donc ça, de nouveau, pas agir de manière dogmatique, mais pour le vétérinaire que je me suis dit, c'est pas possible, c'est incroyable. Donc on a fait une petite expérience simple, qui a consisté à faire une lésion de 15 mm de diamètre avec la fameuse brosse à dents, et puis on a réalisé des biopsies au centre de la lésion à différents moments post-lésionnels. C'est assez incroyable. Temps zéro, donc on vient de faire la lésion, vous voyez la lamina basalier, il n'y a pas une cellule épidermique à la surface. 2 heures, on est pratiquement au centre, vous voyez une marche de cellules depuis la périphérie qui viennent vers le centre de la lésion. 4 heures, il reste ici 1 mm au centre. Ça veut dire que ces cellules
marche véritablement à la vitesse de plus de 1 mm à l'heure pour refermer cet épithèle. 12 heures, l'épithèle est complètement réparé et même repolarisé. 24 heures, c'est plus faire une différence du tout nucléaire, plastique et superficiel. Donc cette peau de poisson a une capacité de régénérescence qui est incroyable par rapport à ce qu'on rencontre chez nous. Vous direz, nous, c'est une logique d'un point de vue évolutif. Quand vous nagez dans quelque chose qui contient 10 exposants 7 à 10 exposants 8 bactéries par ml, il y a intérêt à vite fermer les brèches, sans quoi vous allez le transformer en culture bactérienne, mais néanmoins, c'est quand même assez impressionnant. Alors, de nouveau, une expérience qui a été faite au Cervacoda par Yann Mas. On a essayé de savoir si le mucus empêchait l'attachement du virus à la surface des cellules. Donc, ce qu'on a fait, on a euthanasié un sujet, découpé le lobe caudal. Le lobe caudal a été maintenu intact où on a enlevé le mucus par un papier mouchoir, puis on a réalisé une infection et une analyse en microscopie électronique. Quand vous faites ça en microscopie électronique, vous trouvez de nombreux virus attachés à la surface de la peau dont on a enlevé le mucus. Et évidemment, si vous prenez une peau intacte, vous ne trouvez quasi rien. Si vous trouvez un virion attaché à la surface d'une cellule en microscopie électronique, c'est pas évident. Donc, dire que l'enlèvement du mucus favorise grandement l'accès du virus à la peau. Donc, la composante immunologique, vous pouvez vous dire que ce mucus empêche l'accès du virus à la peau de différentes manières. Il y a une simple barrière physique, bien entendu, mais le mucus des poissons, tout comme les sécrétions muqueuses chez les mammifères, contiennent évidemment des molécules immunologiques actives. Et donc on a réalisé des extraits muqueux de mucus et puis on a testé l'effet de ces extraits muqueux sur l'infectivité girale, dans des tests classiques de neutralisation. Et on a pu montrer que ces extraits de mucus de poissons contiennent des molécules biologiquement actives qui neutralisent l'infectivité du virus. Et on est maintenant en train de faire une étude en collaboration avec Mons, grâce au génome de la carte vient d'être séquencé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fragmente les extraits de mucus en différentes fractions, on les teste pour leur capacité à neutraliser le virus, et les fractions qui restent capables de neutraliser le virus, on les analyse par spectrométrie de masse en tandem pour identifier les protéines responsables de la neutralisation. Et donc ce qu'on est en train évidemment de faire, c'est de redécouvrir des molécules qui étaient connues pour leur potentiel de neutralisation virale, mais on est également en train de découvrir des molécules qui étaient tout à fait inconnues, puisque l'avantage de cette approche est qu'elle est tout à fait non biaisée. Voilà pour la dernière étude. J'espère vous avoir convaincu que c'est un sujet de recherche fondamental et appliqué intéressant. Je n'ai pas le temps de remercier tout le monde, mais on a beaucoup de collaborateurs que j'ai cités qui sont présents ici. On a en tête de financement des films privés, c'est pas honteux à dire, mais c'est comme ça. Donc, Happy Science, c'est la firme qui va financer notre kit à partir du mois prochain. Delphi Genetics, c'est le projet que je n'ai pas cité. Et notre gros bailleur de fonds, c'est le MSD Animal Health. Donc, je tiens aussi à remercier l'Université de Liège. Les gens se plaignent souvent. Moi, je suis très content à l'Université de Liège. Je crois que depuis maintenant plusieurs années, on a clairement la recherche est devenue une top priorité pour l'université. Et je suis convaincu que si vous voulez développer quelque chose dans cette université, le ciel vous aide. À titre d'exemple, quand on a décroché la licence avec MSD, soit que les tests filaient dans un autre pays, soit que l'université construisait des animaux dévolus à ce projet. Et c'est une des 7 animaux que nous avons et qui nous permet de tester de manière extrêmement robuste et rapide une série de produits. Merci pour votre attention.